La prophétie des grenouilles, on était à peu près 200 personnes. Sur ces 200 personnes, je pense qu'il y avait, je crois qu'il y a eu jusqu'à 18 équipes de 3 x 1, 3, 3 x 24, 54 animateurs. Parce que l'animateur va le faire en croquis, d'une certaine façon, il va chercher le mouvement, l'assistant va remettre le personnage à son modèle, donc il a une bible très précise, et l'intervalliste, c'est lui qui va fluidifier le mouvement en rajoutant des intervalles là où l'animateur a demandé. Donc quand on a un bras qui se lève, on va faire une phase en bas, une phase en haut, ça c'est la phase du mouvement, et l'intervalliste va faire les dessins intermédiaires pour fluidifier le mouvement. Les compétences de ces 3 personnes, l'animateur, l'assistant et l'intervalliste, les premières compétences sont des compétences de dessin, puisque tous les dessins de la prophétie des grenouilles sont faits à la main. Le geste de l'animateur, peut-être vous l'avez vu, le geste de flopper les papiers pour avoir un dessin clé de départ, un dessin clé intermédiaire, un dessin clé de fin de mouvement, et il va feuilleter ces pages de papier transparentes pour tester son mouvement. D'abord à l'œil, c'est un mouvement très simple. Quand son mouvement est un petit peu plus élaboré, il va le filmer avec une caméra test, ce qu'on appelle les line tests. Il va le filmer, il va numériser ses dessins sur un ordinateur. Le film, s'il fait 1h30, on va monter l'1h30 du film avec seulement des plans fixes, ce qu'on appelle l'animatique. Et cette animatique est projetée comme ça dans une salle de cinéma. Et voilà, on voit les 1000 problèmes qui se posent vraiment comme si le film existait déjà, même dans son rythme. Le créateur graphique va donc imaginer les personnages, les décors, la technique. Ça, c'est un travail très long qui fait partie inhérente de l'écriture. Donc, sur les 6 années de production de la prophétie des grenouilles, 2 années ont été consacrées à peaufiner les animatiques et à mettre en place les grandes bibles graphiques du film. Donc, le créateur graphique va donc mettre au point son esthétique, si vous voulez. Par rapport à la couleur, ce que l'on fait après, la couleur, elle va d'abord être déterminée par une continuité chromatique. C'est-à-dire, on va reprendre le storyboard du film, on va le traduire en vignettes extrêmement simplifiées, c'est-à-dire, pour le coup, les détails ne comptent plus, mais les formes générales comptent, plus que le reste. Donc, on va retraduire un storyboard simplifié en couleur. Donc, il y a une équipe qui va faire la recherche couleur de chaque plan, puis une équipe qui va tracer et colorer les personnages. Pardon de retourner un peu en arrière et de repartir en amont. Enfin, lorsque vous écrivez le scénario et lorsque vous travaillez effectivement sur les dominantes des couleurs, etc., est-ce qu'il n'y a pas une interaction qui fait que, en fonction de tel décor, telle couleur, on va peut-être un peu modifier le scénario parce que finalement le fait que ça soit davantage la nuit implique que, etc. Et dans les deux sens, est-ce que les deux choses ne doivent pas se construire en même temps ? Plus les choses se construisent en même temps, plus ça me plaît et meilleur c'est, je dirais. On essaye d'entraîner tout un studio dans un mouvement très, très mobile et tout le temps en mouvement. C'est comme ça que je trouve qu'on arrive à réinventer ce cinéma-là, à sautiller sur l'imagination, à ne pas être coincé dans des règles, dans des moules, dans des académismes. On est toujours dans l'invention, dans l'imagination, et pourtant dans un cadre bien défini, qui est le cadre de l'animatique. 800 000 dessins. Vous vous rendez compte la masse de travail énorme, parce que la technique était assez complexe. On découpait en morceaux, c'est-à-dire sur un dessin, on avait une partie du visage, sur l'autre dessin, on avait le corps, sur une autre feuille, on avait le tracé de la lumière ou de l'ombre, les joues, le reflet dans les cheveux, par exemple, tout ça se multiplie. Parfois, il y avait entre 200 et 300 dessins pour chaque seconde de film. Le choix entre la 2D et la 3D, c'est quelque chose d'évident. Il me semblait que Disney piquait du nez à une époque où ils étaient que dans la 2D et que Pixar, d'autres, enfin Shrek est arrivé, enfin voilà, et que Disney a dit « Oh là 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 là, il faut que je me mette au goût du jour ».
est-ce qu'à un moment, on s'est dit, la 2D, c'est pour les artistes, et le cinéma de grande consommation, maintenant, est obligatoirement en 3D? Vous avez vu des hélicoptères, par exemple. Les hélicoptères, ils sont faits en 3D. Il y a beaucoup de 3D, il y a beaucoup d'images de synthèse, mais dans un contexte traditionnel. Par exemple, il n'y a rien de plus idiot d'animer un hélicoptère au crayon et avec des feuilles transparentes. Ça n'a aucun intérêt que de saper le moral de l'animateur qui va faire des traits au millimètre près. Donc l'ordinateur, là, il est vraiment efficace. Tous les véhicules sont travaillés comme... Je vais vous montrer une séquence en effets spéciaux, par exemple, là où pratiquement il y a des séquences entières qui sont en images de synthèse. Je vais vous montrer ça. Si vous voulez éteindre, on a un plan. On passe d'un décor à un autre par un travelling. Voilà l'image du storyboard et voilà le plan terminé. Ça, c'est un plan qui n'est absolument pas animé au dessin. L'animation française est peut-être moins dirigée par les enfants, je dis peut-être des bêtises, mais c'est vrai que les triplettes de Belleville s'adressent à des adultes, que les films de René Laloux n'étaient pas compréhensibles directement par des enfants en bas âge, alors que Walt Disney était plutôt dirigé vers les enfants. Enfin, je ne sais pas, mais est-ce qu'il n'y a pas une... Walt Disney, c'était des films dirigés vers les enfants et tous les publics y allaient. Et quand vous parlez du film de Paul Grimaud, c'est un film vraiment pour tous et on l'a cantonné aussi pour les enfants. C'est très difficile en France, et je pense qu'il n'y a pas qu'en France. Le dessin animé, s'il n'est pas estampillé Pixar ou Shrek, vous ne dépassez pas cette tranche. Moi, je pense qu'il y a des mouvements de masse incontrôlables, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a un moyen qui est pour le tout public et un autre qui va être classé œuvre d'auteur et qui ne va pas bénéficier des mêmes moyens. Et puis, par exemple, Madagascar a le budget de mon film, rien qu'en France, pour promouvoir son film. Oui, aussi, c'est aussi un problème d'argent. Hein. C'est que le matraquage, il est d'un côté et puis pas de l'autre, parce que nous, on n'a pas pu avoir beaucoup de moyens. Très impressionnant. C'est très important, monsieur. Ils disent que quelqu'un a fait des nœuds avec les grues. Qui va là? Que le tunnel s'est effondré. La première chose que l'on fait quand on met en chantier le film, ce sont les voix. On enregistre les comédiens. Les comédiens enregistrent les dialogues du film avant toute chose, avant le dessin. Enfin, après la création du dessin, mais avant le mouvement, avant la mise en mouvement des dessins. Les animateurs vont avoir un petit casque, ils vont avoir le décryptage de chaque dialogue, un petit casque pour écouter la voix, et ils vont faire bouger leur dessin sur ces voix. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'on commence par faire bouger les personnages sans les lèvres. Ils interprètent sans parler. Ils ne parlent pas. Et s'ils ont un dialogue à interpréter, on anime le personnage sans les bouches. Il doit d'abord exprimer ce qu'il a à dire par son corps. Et une fois que ça marche, on vient placer les lèvres qui ajoutent leur petit plus de vérité. Et confiance. Van Raad, Van der Smith, Van den Heukelaar, iedereen had gered. Ouais, vous avez un casting que beaucoup de films vous envieraient. Ouais, c'est des personnages qui collent bien. Puis bon, j'aime beaucoup les comédiens aussi, vous pouvez le deviner. Donc quand on écrit des dialogues, on pense parfois à des comédiens et on cherche à les avoir après. C'est ce travail de recherche et de direction, oui, mais très intime. Ça se passe dans une petite cabine avec des tentures un peu dégueulasses autour. Mais le film, il prend vraiment corps ici avec ses voix. C'est vraiment, les personnages prennent leur âme là, à ce moment-là. Dites-moi si je vous fais mal. Arrêtez, c'est complètement faux. Voilà, c'est fini. Ça va aller mieux maintenant. Et c'est un travail de... Bon, vous voyez un petit bout là, mais c'est un travail de discussion. Je lui explique le rôle, il connaît rien, et on cherche ensemble à faire venir ce rôle. Ils ont parlé d'un monstre.
Il y a des êtres qui méritent de trouver ce qu'ils cherchent. Tu fais partie de ceux-là. Je vois ton père. Mais où il est? Il se trouve quelque part dans cette forêt. Oh, Dieu du ciel. Cette chose mesure au moins 10 mètres de haut. Vous croyez qu'on peut faire quelque chose contre ça? Il n'y a qu'un moyen. Chercher l'ordure qui chose du 98, la trouver et la battre. On va faire un carnage. Pour mon père, la nature, c'est tellement qu'un gros paquet de fric. C'est comme si je volais. La chance. Migou? Mais c'est quoi le Je ne sais pas si le film il doit être encore à Paris, mais je vous incite à aller voir Mial Migou. Vous y verrez tout ce que j'ai dit, mais vous y verrez aussi la passion d'une équipe de plus de 200 personnes, vraiment extrêmement mobilisée sur un film. Vous savez, c'est 6 ans de travail, Oui. En 12 ans de ma vie, j'ai fait 2 films. On concentre quand même beaucoup de choses là, et c'est Voilà, pas étonnant quoi, que les... Tout est ralenti, enfin, c'est un autre rythme par rapport au cinéma traditionnel. On quoi, fait forcément. guère plus d'une ou 2 secondes par jour dans tout le studio. Donc ça va pas vite. Hein. Voilà, la journée est terminée. Merci de ce petit moment passé avec vous en tout cas. Merci. Voilà.